C'est essentiel de se rappeler que tous les droits que l'on considère comme acquis ne le sont pas, qu'il faut se battre. C'est bien de regarder dans l'histoire pour se rappeler qu'on ne les a pas tous eus non plus en France, il y a plusieurs décennies, et que c'est important de les exercer, comme femmes également, mais comme hommes. Ces actions ont permis beaucoup d'améliorations en termes d'égalité des genres, et il est important de se battre aussi en France pour atteindre ces objectifs, de relayer les initiatives qu'il y a, parce qu'il y en a plein, que ce soit en France, que ce soit ces écoles clandestines qui se montent dans le secret de caves afghanes, ou de ces Iraniennes très courageuses qui vont acheter leur pain, ce qui peut nous sembler absolument dérisoire, sans voile, pour faire valoir leurs droits. Il faut vraiment que tout le monde prenne conscience que la diversité est une énorme chance, que tout euro investi dans l'éducation, c'est un euro qui est très très bien investi sur le long terme. Il faut absolument refuser le statu quo sur ce sujet et pouvoir vraiment s'en emparer très très concrètement et tout de suite. Nous ne pouvons pas continuer de la même manière, nous avons besoin de changement, mais il y a une manière de créer le changement. C'est passionnant d'entendre les autres orateurs, car tout le monde veut créer le changement et on a besoin d'impliquer tout le monde dans notre mouvement. Êtes-vous journaliste, êtes-vous expert en technologie, enseignant, professeur, agriculteur? On a besoin des capacités de tous dans notre mouvement. Et je crois que c'est vraiment un discours qui donne de la force, qui évite que les gens soient bloqués, qui ne sont pas coincés et qu'ils ne soient pas coincés dans la peur et qu'ils utilisent leurs capacités pour contribuer au mouvement. Et je crois que cela amène de l'espoir. Il faut célébrer les capacités de tous à amener le changement. Au banc de nos écoles, on nous apprend. Je pense qu'il faut apprendre à être. Il faut avoir une réelle introspection du jeune pour comprendre ce qui se passe, même dans son contexte individuel et social. Et donc, revenir à l'essentiel, transcender liberté, égalité, fraternité. Bonjour à toutes et à tous, je suis François Langlais et j'ai la charge d'animer cette session finale dont le thème est, vous savez, Parole d'espoir. Je le fais bien sûr avec Françoise Benamou, qui est une économiste éminente et qui est aussi la vice-présidente du Cercle des économistes. Et c'est présidente du Cercle. Et c'est elle qui va introduire nos débats. Françoise, c'est à toi. Merci François. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je voudrais citer un dossier de la revue Esprit d'avril 2023, dans lequel la philosophe Azadeh Tiryez Arjanji évoque le mouvement des femmes iraniennes, dont le slogan que vous connaissez sans doute tous, « Femmes, vie, liberté », est un appel à la sortie du totalitarisme. Et elle écrit désormais « L'espérance a pris le dessus sur la détresse. Elle a ouvert un chemin qui permet de se réconcilier avec le progrès de la liberté dans l'histoire. » Alors permettez-moi d'ouvrir cette session finale en saluant le combat des femmes iraniennes et de tous ceux qui, de par le monde, toutes ceux et toutes celles qui se battent pour la liberté et pour la démocratie. Alors, tout au long de nos rencontres, on a rencontré l'espoir, hein, bien entendu. On a rencontré aussi beaucoup les difficultés qui existent. Alors l'économie d'abord. On a souligné la résilience de nos économies. Quand on évoque la France, par exemple, le chômage recule, l'inflation semble se tasser, la réindustrialisation revient. Mais la résilience économique n'est pas la résilience de la société et nous avons vécu des émeutes d'une rare violence. Alors le défi maintenant, c'est de passer d'une société du ressentiment et de la violence à une société qui va de l'avant. Alors je voudrais revenir sur 4 thématiques qui ont été très présentes pendant les rencontres et qui seront celles de notre dernière session. La première, la technologie, l'innovation. Face au développement de l'intelligence artificielle, on oscille entre fascination et inquiétude. C'est la parabole d'Ésope sur le poison et le remède. Alors les avancées sont là, et elles sont immenses. Les avancées, c'est la santé, c'est la recherche, c'est dans le domaine de la défense, etc. Et elles se conjuguent avec la prise de conscience du fait que l'intelligence artificielle n'est pas sans danger, qu'il faudra la réguler. Cette prise de conscience, on l'a vu même dans la tech américaine. Donc on a à la fois les avancées et la volonté de réguler, on va de l'avant. Deuxième point, la recherche bénéficie d'échanges entre chercheurs du monde entier. Mais le monde, lui, se fragmente. J'ai entendu parler à plusieurs reprises de l'Europe comme devenue un continent périphérique. Pourtant,
Face au désordre et face à la guerre, l'Europe est parvenue à réagir en bon ordre, et cela malgré nos différences et malgré nos histoires respectives. J'ai évoqué tout à l'heure les peuples qui se lèvent. Nos démocraties sont à l'épreuve, y compris dans les pays occidentaux. Oui, la défense de la démocratie est un combat, nous le mènerons tous, nous le gagnerons, c'est le premier des combats. Troisième point, il aura beaucoup été question du climat, de l'environnement tout au long de nos rencontres, et c'est une évidence. Face à l'anxiété, face à l'accélération des désordres, 3 éléments au moins nous permettent d'être du côté de l'espoir. D'abord, la prise de conscience, elle est évidente, qui se renforce chaque jour, avec une transformation des modes de vie, avec la volonté de rompre avec l'économie du gaspillage. Deuxième point, la capacité d'adaptation que nous avons eue face aux chocs brutaux, face à la montée des prix de l'énergie, et on voit bien que nous sommes capables de beaucoup, là encore, de résilience. Et enfin, troisième point, la montée des investissements verts. Donc l'espoir, même du côté du climat, et malgré la chaleur que nous vivons, l'espoir est là. Enfin, dernier point, l'espoir, il est aussi dans les quartiers, qu'on voit trop souvent dans leur face la plus sombre et la plus inquiétante, ou la plus difficile en tout cas. Alors on a envie de répondre en 3 mots. L'école, l'école, l'école. Alors, l'éducation, pour former bien sûr, pour monter en compétences, on en a besoin, ça a été dit, mais aussi pour rappeler les valeurs de la République. Mais aussi, il faut construire une économie du temps libre pour les jeunes, à la fois de l'emploi, mais aussi du temps libre, pour que ce temps ne soit pas un temps vide, qui soit propice au fait qu'ils empruntent des chemins de traverse. Voilà, sur toutes ces questions, l'espoir est là, et je laisse la parole à 4 jeunes intervenants. Là, vous en avez 3 ici, puis le 4e à distance. Merci. Merci Françoise d'avoir ainsi campé le décor de ces paroles d'espoir. 4 jeunes intervenants, tu l'as dit, et tout d'abord Victor Strauchan, qui est spécialiste de l'intelligence artificielle, qui est en réalité une expertise à la lisière de la technologie et de la finance, qui va pour nous décrypter ce monde-là. À ses côtés, Ava Jamshidi, qui est grand reporter à Elle, qui a couvert des zones turbulentes de la planète où l'espoir est malmené. Melati Vijsen, qui est une jeune activiste du climat, qui malheureusement n'est pas physiquement avec nous, mais vous le voyez sur l'écran, elle est là, elle suit les débats, et on la salue et on revient à elle dans quelques instants. Et à mes côtés, Fatih Benjilali, qui est le champion mondial de breakdance, et qui va, lui, nous parler de l'espoir tel qu'il le voit dans son engagement au quotidien dans les villes françaises. Ils vont s'exprimer chacun quelques minutes, 4 à 5 minutes, après quoi débat entre eux sur le plateau, débat avec vous, conclusion de Françoise bien sûr, et on vous a préparé pour terminer une surprise, je n'en dis pas plus. Victor, je commence avec vous. Françoise l'a dit, ces nouvelles technologies, elles suscitent, c'est pas nouveau d'ailleurs, de tout temps, des craintes, pour partie rationnelles, pour partie irrationnelles. Pour vous, qui en quelque sorte voyez le futur avant nous, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi et comment, derrière ces craintes, il y a de petites pousses vertes, c'est-à-dire un peu d'espoir? Merci François, merci Françoise, bonjour à tous. Alors d'abord, je ne vois pas du tout le futur avant les autres, et en fait quand on regarde historiquement dans l'histoire de l'IA, toutes les plus grands experts de l'IA qui ont fait des prédictions, elles se sont quasiment toutes avérées très fausses. Je pense par exemple à Jeff Hinton qui a prédit en 2015 qu'on n'aurait plus besoin de former des radiologues à horizon 5 ans puisque la machine remplacerait sur ces tâches. Donc il faut être aussi très modeste sur ces prédictions. Les gains de productivité issus de l'IA au XXe siècle et début XXIe siècle ont été largement orientés vers la consommation de masse, avec quand même un progrès technologique qui était très biaisé en faveur des plus compétents, en faveur des plus favorisés, donc c'est Internet et surtout l'informatique. Le XXIe siècle, j'espère, sera le moment où on est capable de comprendre comment utiliser l'IA pour la consommation durable, pour les gains de soutenabilité, aussi avec l'humain au centre. Et en fait,
on voit déjà dans des études académiques très intéressantes que l'utilisation de ChatGPT peut resserrer les gains de productivité des plus faibles vers les plus compétents. On a regardé des médecins, des étudiants de 3e cycle, des développeurs, et on voit que les plus faibles peuvent remonter leur niveau en termes de productivité, ce qui est extrêmement très intéressant. Je pense que Françoise l'a évoqué au début, pour que vraiment on arrive à transcrire ce qui est pour l'instant un résultat de recherche académique dans l'industrie sur le temps long. Il faut qu'on puisse créer des alliances au bon niveau, donc à la fois, je pense, social maintenant pour accompagner très fortement l'automatisation dans les entreprises, dans l'industrie, et puis bien évidemment au niveau de la gouvernance globale, d'alliances géopolitiques très, très concrètes. Et donc peut-être 3 points rapidement pour dessiner une approche. La première, c'est de déconstruire ce narratif autour des courbes exponentielles, de la fulgurance algorithmique, où quand on entend ça, on peut, à juste titre, paraître un peu sidéré, paraître un peu paralysé, et donc à quoi bon agir, puisque de toute manière, on a une espèce de technologie du fait accompli qui nous arrive et pour laquelle on ne peut rien. Bon. Il faut quand même redire que la phase de recherche en IA comme dans les autres sciences, c'est fondamentalement du temps long. Donc on a parlé ce matin, il y avait des échanges à ce propos sur le temps long. Quand on regarde par exemple les projets de la DARPA, ils sont faits sur un temps très long avec un bon équilibre entre l'état d'esprit d'entrepreneurs américains où tous les 2-3 mois on doit montrer, c'était Clément Beaune ce matin qui disait montrer à voir le futur, et en même temps des programmes très très longs. Donc les voitures autonomes, ils ont commencé en 2004, ça continue avec des équipes qui changent, mais un temps très très long. De la même manière, les équipes d'OpenAI, elles ne se sont pas réveillées du jour au lendemain pour produire ChatGPT sur une dynamique exponentielle. Ça fait 10 ans qu'elles travaillent très concrètement sur l'entraînement de ce type de modèle. Le second point, c'est que maintenant, on doit vraiment, dans les actes, pouvoir avoir une approche multipartite, pluridimensionnelle. Et pour ça, il y a un enjeu qui, je pense, peut-être particulièrement en France, est un peu sous-estimé au niveau de la recherche industrielle comme publique, c'est l'enjeu de la communication. Et donc la communication, en fait, quand vous mettez plusieurs personnes autour de la table, des éthiciens, des chercheurs, des ingénieurs, la compliance, ça génère énormément de friction. Et donc, il y a besoin d'apprendre, qu'on apprenne collectivement à se parler les uns les autres. Pour ça, il y a des initiatives extrêmement intéressantes qui commencent à émerger, des ONG aux États-Unis qui réunissent la société civile, les entreprises, et qui se posent cette question de la communication, de quelle taxonomie, quel vocabulaire, comment on arrive à communiquer, non pas entre nous dans notre petit écosystème, mais vraiment à destination des décideurs publics et de la société civile plus généralement. Rapidement, s'il vous plaît, Victor, parce que le temps nous presse. Alors je conclus juste. La dernière variable que je voulais évoquer, c'est vraiment la variable de la formation au sein des entreprises. Et dans cette formation, dans l'accompagnement de l'automatisation, il y a un rôle essentiel des partenaires sociaux qui doivent non seulement accompagner la formation, mais ensuite être en état de pouvoir proposer une offre de formation qui est adaptée. Merci, Victor. Merci à vous. On reviendra bien sûr sur les différents éléments que vous nous avez donnés. Ava, je me tourne vers vous maintenant, grand reporter. Vous allez dans des endroits où l'espoir est malmené, je le disais en vous présentant. C'est l'Afghanistan. Vous êtes vous-même iranienne, vous n'avez pas le droit d'aller en Iran. Pour autant, évidemment, vous couvrez, vous suivez l'actualité là-bas avec beaucoup de passion et d'engagement. Dans ces endroits où l'espoir est si torturé, comment fait-il pour subsister? Qu'est-ce qui fait que malgré tout, dans ces endroits, on garde l'espoir? Alors c'est vrai que c'est extrêmement compliqué quand on est journaliste et qu'on est censé parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure, pour le résumer de cette manière, d'arriver à donner de l'espoir et de faire en sorte que nos lectrices et nos lecteurs n'aient pas envie de jeter le magazine saisi du désarroi qu'on est contraint de décrire.
quand on se rend dans ce genre de pays. Je pense en particulier à l'Afghanistan et à l'Iran, donc où les journalistes, que je sois d'origine iranienne ou non d'ailleurs, ne peuvent pas se rendre aujourd'hui parce que c'est interdit. Mais il y a dans ces endroits énormément d'énergie, énormément d'initiatives qui sont menées à bas bruit, souvent, pour ce qui a trait à l'Afghanistan. Et en Iran, la révolution culturelle qui est menée aujourd'hui se nourrit de la volonté des droits que nous avons en France et que l'on oublie peut-être parfois un peu. Et les mots que vous avez pu avoir, Françoise, en début d'intervention, ce sont des mots que ces Iraniens et ces Iraniennes qui sont énormément sur les réseaux sociaux, qui sont extrêmement importants et qui les galvanisent dans leur combat. Donc je sais que souvent on peut nous faire le reproche de ces indignations qui peuvent avoir l'air parfois cosmétiques, mais vraiment pour m'entretenir très régulièrement avec des Iraniens de l'intérieur ou des Iraniens que l'on est obligé d'approcher dans les pays voisins, donc en particulier en Irak aujourd'hui ou encore en Turquie, vraiment ces mots d'espoir que nous on peut leur donner comptent énormément. Pour répondre un peu plus précisément à votre question sur leur espoir malmené, dans ces pays où les femmes ont très peu de droits, la situation pour elles est tellement atroce qu'elles se disent en gros que si elles ne se battent pas, leur horizon est totalement sombre, qu'à part se nourrir d'antidépresseurs, ce qui est vraiment le cas en Afghanistan et aussi en Iran, il n'y a pas tellement d'options. Et donc cette vie atroce est en elle-même le moteur pour essayer de se battre, quel qu'en soit le prix. C'est-à-dire que ce matin, quand vous regardez des photos qui nous parviennent de Téhéran, vous avez des femmes qui risquent leur vie pour ne pas porter un voile, mais qui vont faire leurs courses avec les cheveux à l'air. Et cette volonté de porter leur révolution culturelle simplement en jetant cet habit au risque de leur vie est pour elles un objectif essentiel, et même s'il bute face à ce régime extrêmement conservateur, il n'est pas question pour elle aujourd'hui de revenir en arrière et elle préfère en payer le prix. Et ce qu'elle nous demande aujourd'hui, c'est de pouvoir relayer leur combat puisqu'on ne peut pas y aller. C'est essentiel pour elle que cette énergie soit retransmise aussi par les citoyens et les citoyennes de France et de l'étranger. C'est important de rappeler que c'est la première révolution féministe du monde qui est extrêmement sous-couverte par les médias occidentaux. Et en cela, c'est vraiment très important de pouvoir continuer à porter ce message, et en creux et en filigrane. Et il y a aussi peut-être de l'espoir pour nous. C'est essentiel de se rappeler que tous les droits que l'on considère comme acquis ne le sont pas, qu'il faut se battre. C'est bien de regarder dans l'histoire pour se rappeler qu'on ne les a pas tous eus non plus en France, il y a plusieurs décennies, et que c'est important de les exercer comme femme également, mais comme homme. J'ai entendu qu'il pouvait y avoir des atermoiements sur la politique de quotas qui est menée aujourd'hui, sur les lois Copé-Zimmermann ou encore les lois Sauvadet, mais il n'empêche, ces actions ont permis beaucoup d'améliorations en termes de parité, d'égalité des genres. Et il est important de continuer de se battre aussi en France pour atteindre ces objectifs, de relayer les initiatives qu'il y a, parce qu'il y en a plein, que ce soit en France, que ce soit ces écoles clandestines qui se montent dans le secret de caves afghanes, ou de ces Iraniennes très courageuses qui vont acheter leur pain, ce qui peut nous sembler absolument dérisoire, sans voile, pour faire valoir leurs droits. Merci. Merci. En vous écoutant, on comprend qu'il y a une expression qui dit l'énergie du désespoir, mais que l'énergie du désespoir, finalement, c'est de l'espoir. Merci à vous. Melati, je me tourne vers vous. On vous retrouve. Vous êtes aux Pays-Bas. Vous êtes, je le disais, une jeune activiste en matière de climat. La question que j'aurais envie de vous poser, c'est que finalement, le levier traditionnel des activistes du climat pour nous mobiliser, c'est de faire peur,
avec la prolongation des courbes, avec en pointant l'évolution inéluctable du changement climatique pour appeler à un changement de comportement. Mais au fond, justement, quand on utilise ce levier-là, qui est un levier efficace, mais est-ce qu'on peut en même temps donner l'espoir ? Sorry, I don't know if that was addressed to me or not, but I cut out from the internet. Could ma question, pardon. Est-ce que vous pouvez répéter? Comment peut-on donner espoir en matière de climat alors qu'on sait que les indicateurs se détériorent et que ça exigerait, pour corriger cela, des efforts considérables? Yeah, I think so. First of all, Oui, tout d'abord, je vous remercie de me permettre de m'exprimer parce que c'est un sujet absolument essentiel. Nous vivons dans un monde où beaucoup de choses se passent, du bon et du mauvais, et j'ai démarré mon parcours à l'âge de 12 ans. Et peut-être c'est le secret de ce qui a permis à ma sœur et moi-même d'agir. Ma sœur avait 10 ans, moi 12 ans. À cet âge-là, il n'y a pas de limite. On peut tout faire, on a de l'espoir, on ne pense qu'en termes du possible. Et je pense que l'utilisation de ces capacités et l'utilisation de notre imagination nous a permis de faire partie du mouvement. Comme vous l'avez dit, quand on pousse par la peur, on est bloqué. Et c'est la dernière chose dont on a besoin. Il faut pouvoir accélérer le changement dont on sait qu'il est possible, mais on ne pourra le faire que si on n'imagine pas les choses. Il est important d'avoir de l'espoir dans notre mouvement et c'est un des ingrédients essentiels. Je fais partie d'une génération qui est ancrée dans l'espoir. Nous montrons l'exemple dans notre discours avec de l'espoir et de l'invitation. Nous ne pouvons pas continuer de la même manière. Nous avons besoin de changement, mais il y a une manière de créer le changement. C'est passionnant d'entendre les autres orateurs, car tout le monde veut créer le changement et on a besoin d'impliquer tout le monde dans notre mouvement. Êtes-vous journaliste? Êtes-vous expert en technologie, enseignant, professeur, agriculteur? On a besoin des capacités de tous dans notre mouvement. Et je crois que c'est vraiment un discours qui donne de la force, qui évite que les gens soient bloqués, qui ne sont pas coincés et qu'ils ne soient pas coincés dans la peur et qu'ils utilisent leurs capacités pour contribuer au mouvement. Et je crois que cela amène de l'espoir. Il faut célébrer les capacités de tous à amener le changement. Thank you, Melati, for this inspiring. Merci de ce message plein d'inspiration. Les émeutes, c'est quelques jours terrifiants, spectaculaires. Et on se dit, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui ramener l'espoir dans ces quartiers qui ont été eux aussi malmenés, plus encore d'ailleurs que disons, qu'est-ce qui pourrait redonner l'espoir à cette France-là? Vous êtes engagé, je l'ai dit, notamment au titre des Jeux Olympiques de 2024, pour l'action culturelle dans les villes. Comment vous voyez les choses? Bonjour à tous, merci Françoise, merci François. On est tous concernés par ce qui s'est passé récemment. La réponse, la solution, nous ne l'avons pas en 24 heures, au même titre que la crise sanitaire. On souhaitait avoir une réponse au bout de 24 heures, mais ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas des martiens. Me concernant, je suis né à Gardanne, donc une ville située entre Aix et Marseille. J'ai grandi dans un milieu très hostile, pour ne pas dire la rue. Et j'ai découvert les cultures urbaines. Je rappelle que les cultures urbaines sont patrimoine moral et immatériel de l'humanité et que le breakdance est un ADN des cultures urbaines et qui a intégré les Jeux Olympiques. Sans la culture hip-hop, merci. Sans la culture hip-hop et les cultures urbaines, je n'aurais jamais découvert Camus, Victor Hugo, Alfred de Musset, Descartes. Et pourtant, l'hostilité était autour de moi.
Mon premier voyage en avion était aux États-Unis. Moi, je dis que si on peut danser ensemble, on peut vivre ensemble, déjà. Et puis, il faut peut-être reconstituer les choses. Les actions culturelles et sportives au sein des QPV. Nous avons été labellisés récemment par Paris 2024, notamment le label Olympiade culturelle et Impact 2024. Et il est vrai que si, au sein de nos pouvoirs publics, nous investissons de part et que par la politique de la ville au sein de nos quartiers, je ne trouve pas, moi, personnellement, je témoigne de ma propre expérience humblement, que ce serait la solution. Peut-être mettre la culture, le sport. Je dis que le génie ne vient pas de la rue. Le génie vient de là où on l'accompagne. Et pour ma part, c'était, comment vous dire, c'était inouï pour moi que de représenter mon territoire. Tout passe par l'éducation. Je pense qu'il faut remettre au cœur de l'éducation le patriotisme, les valeurs démocratiques et la République. Merci. Merci, Patrick. Merci Fatih. Dans votre parcours, est-ce qu'il y a un moment, une situation ou quelqu'un qui justement a fait naître l'espoir, qui a débouché sur ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule qui a rendu possible ce que vous êtes aujourd'hui? C'est-à-dire champion du monde, avec en plus une conscience citoyenne très développée au point d'investir une partie de votre temps pour les autres. C'était quel moment? C'était qui? J'avais rencontré un éducateur qui était passé par l'armée. Je sais que ça ne fera pas la majorité, mais moi je suis pour le service militaire, non pas vieillot comme on l'a connu, mais avec des couloirs comme la culture, le sport, on a l'intelligence manuelle aussi. Et je me souviens de cet individu-là que j'ai rencontré dans la rue, on s'entraînait dans la rue. Et il m'a dit, c'était un cinquantenaire, il me dit vous faites quoi? On fait du breakdance. Il me dit ça demande quoi le breakdance? De la résilience? Oui, continuez. Et ce mot-là a éclos dans mon esprit, il a émergé, et puis j'ai fait le tour du monde. Continuez. Avant qu'on ne prenne les questions de la salle, Victor, vous avez évoqué, vous aussi, en filigrane, la question sociale, avec cette perspective, cette possibilité que l'intelligence artificielle rende les moins productifs plus productifs. Et qu'au fond, ça ne soit pas une technologie qui agrandisse le fossé culturel ou social, mais qui, au contraire, le réduise. On peut y croire vraiment ? Je pense qu'on peut y croire si, encore une fois, on accompagne bien le changement. On voit que la société elle a besoin d'énormément de mouvements, d'énormément de changements, que ce soit dans la transition climatique, que ce soit les changements sociaux, que ce soit l'accompagnement des femmes partout dans le monde. La technologie, elle ne va pas se substituer à la décision politique et à ce qu'on en fait, mais le déploiement de la technologie, qui est une question hautement politique, elle doit être accompagnée et orientée collectivement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Je pense qu'aussi, les démocraties libérales ont besoin de convergence. On voit que sur l'aspect de régulation, de règles, de bonnes pratiques pour déployer cette intelligence artificielle qui peut être à la fois utilisée pour augmenter l'efficacité de ressources pour aider la transition climatique ou à la fois pour du gaspillage et la fast fashion par exemple. Et donc cette régulation et ce cadre qu'on pose, il doit être commun au moins entre l'Europe et les États-Unis. Et donc il y a besoin pour faire ça de réduire aussi les asymétries d'information qu'il y a entre l'écosystème du monde des ingénieurs et puis le reste des décideurs publics. À cet égard, on voit bien que les entreprises poussent pour avoir un cadre commun et qu'elles ne pourront pas survivre à des divergences trop grandes entre les différents marchés. Donc ça, je crois que c'est un point essentiel de pouvoir s'accorder sur des grands principes et puis ensuite qu'on transcrira pour vraiment les faire advenir dans la technologie au niveau d'une espèce d'alliance entre démocraties libérales. Merci Victor. Ada, vous vouliez ajouter quelque chose? J'aurais eu envie de vous poser la même question qu'à Fatih pour vous, dans votre parcours, qui est aussi un parcours d'engagement.
parce que pour témoigner de ce qui se passe dans le monde, mais au-delà de ça, pour la cause des femmes de façon plus large, vous l'avez fait ici. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Qu'est-ce qui vous a mené sur cette voie? Alors, j'ai découvert l'existence, ça va vous paraître extravagant, de la sécurité sociale au Chili, puisque je suis d'origine chilienne, ma mère est chilienne et mon père est iranien. Pardon pour cette digression, mais vous comprendrez mieux mon point. J'ai découvert ce qu'était la sécurité sociale en me faisant opérer d'une appendicite au Chili, où pour, à l'époque, être admis dans un établissement de santé, il fallait laisser un chèque en blanc. Donc moi, je ne comprenais pas, puisque j'étais née en France et que ça ne se passait pas comme ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que tout ce dont on pouvait jouir en France, ces écoles, ces bibliothèques gratuites, ces hôpitaux, en fait, dans la majorité des pays du monde, ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Et merci. Et c'est de cette conscience qu'on vit dans un endroit extraordinaire que j'ai eu envie d'aller raconter ce qui pouvait se passer un peu plus mal ailleurs. Et je pense souvent à cette phrase qui est un peu éculée peut-être, mais quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console, et on peut aussi aider à faire que les choses s'améliorent chez nous, mais aussi à l'extérieur. Et je crois que c'est une des raisons principales qui m'a poussée à faire à la fois ce métier et à décider de l'exercer dans des zones de conflit, qui sont les endroits où, de manière la plus spectaculaire parfois, et même souvent, ce type de difficultés et d'enjeux de vie ou de mort et de questionnement par rapport au système dans lesquels on vit se pose. Et parce que quand je rentre en France aussi, à chaque fois, je me réjouis, quelle que soit la situation, d'avoir la chance d'être née dans une république et de vivre dans une démocratie libérale. Voilà. Peut-être y a-t-il des questions pour nos intervenants. Oui, je vois une main qui se lève au fond de la salle, une ici également. Peut-être a-t-on des micros qu'on pourrait porter? Monsieur, tout d'abord. Et puis, il y avait une question au fond de la salle également. Si vous pouvez vous présenter et puis formuler une question brève. Encore faudrait-il que vous eussiez un micro. Le voilà qui arrive. Merci Marion. Bonjour, je m'appelle Alexandre Pastor, je fais partie de la délégation jeunesse et je suis fondateur d'une association qui s'appelle Melting Pot et qui promeut l'éducation dans les quartiers populaires et dans tout Marseille, parce que je suis marseillais et je pense que ça s'entend. Moi j'ai une question, c'est quelle est pour vous la place de l'éducation populaire dans l'éducation des gens et des jeunes, parce qu'on parle de l'école et on parle de l'éducation et souvent on oublie, pour moi il y a le triangle éducatif qui est les parents, l'école et le temps expérientiel, et ce temps-là il est souvent laissé un peu de côté où les moyens sont moins mis en place, et c'est un parfait exemple autour de la culture et du breakdance, donc je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Question pour Fatih, mais pas seulement. Hein, je vois Victor qui opine du chef, donc il vous répondra également. Très rapidement. Il marche le micro? Oui, pardon. Sur cet enjeu de diversité et de former des talents très divers, par exemple pour la technologie, c'est absolument essentiel, et c'est pas que des bons sentiments. On le voit, ça marche très très concrètement. Je peux peut-être raconter juste une anecdote. Quand je suis arrivé à Stanford et que à la fin des cours on a toujours des projets, et que j'ai commencé à travailler ces projets avec des amis chinois et indiens, là moi où je commençais très prépa cartésien à commencer à réfléchir théoriquement quel grand modèle on pouvait utiliser, eux directement ils allaient chercher les données et commencer à explorer très largement l'espace. Tout ça pour dire ces différentes approches qui, au sein des équipes technologiques, dans l'industrie, dans la recherche, font qu'on peut trouver. Et donc c'est extrêmement important pour la France de former une grande diversité de talents, et à tout niveau, PhD, master, mais aussi bac pro, licence, etc. Un mot de Fatih sur cette question de l'éducation. On a la question de Mme Moreno ensuite, et puis après... Je vais être très bref. Les cultures populaires au sein de l'éducation,
chez nous. Moi, je pense qu'il faut responsabiliser les parents. Il y a un historique avec la ségrégation culturelle démographique, certes, mais il est important de recentrer la place des parents. J'ai eu la chance de voyager de par la pratique des cultures urbaines, qui est un alliage d'art et de sport. Je fais Medellín, les favelas de Guyana au Brésil. Je n'ai pas vu des jeunes saccager des écoles. J'ai vu des jeunes s'accaparer de leur territoire et le respecter, malgré l'hostilité et les contextes sociaux dans certains pays. Voilà. Un jeune qui est pour responsabiliser les parents et pour le service militaire, il n'y en a quand même pas beaucoup. Elisabeth Moreno, vous aviez une question pour nos intervenants. Merci François, et merci pour vos paroles d'espoir, parce que qu'est-ce que ça fait du bien de voir un panel comme le vôtre. Je voudrais vous demander à tous les quatre, on vient de traverser, et je pense que c'est malheureusement pas fini, des moments absolument terribles dans notre pays, qui moi personnellement m'a noué l'estomac. Et je voudrais savoir quel est votre regard sur ce qui s'est passé ces dernières semaines en France et quelles paroles d'espoir vous avez pour que notre pays soit moins divisé et fracturé et qu'on ait un regard moins condescendant sur les quartiers populaires et qu'on ne regarde pas seulement ceux qui cassent, mais ceux qui, comme vous, Fatih, donnent de l'espoir. Et je voudrais vous dire combien on est fiers de vous. Question pour tout notre panel. Victor, vous voulez dire un mot sur cette question, ces événements, comment vous les avez traversés, quel regard vous avez eu et quelle parole d'espoir peut-on donner à cette France-là? Je crois qu'on a tous été le ventre noué, comme disait la ministre. Encore une fois, il faut vraiment que tout le monde prenne conscience que la diversité est une énorme chance, que tout euro investi dans l'éducation, c'est un euro qui est très très bien investi sur le long terme, et que il faut absolument refuser le statu quo sur ce sujet et pouvoir vraiment s'en emparer très très concrètement et tout de suite. Ah bah. Alors pour ma part, j'ai traversé ces événements en reportage à Nanterre. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est de constater une forme de convergence des peurs qui peut y avoir. La peur de parents, quelles que soient leurs origines, pour le coup, d'interpellation avec les forces de l'ordre qui tournent mal. La peur des jeunes qui saccagent, que peuvent parfois ressentir ces mêmes parents qui se sentent vraiment déboussolés par ça. Et une autre peur, il faut bien le dire quand même, la peur des policiers aussi, qui ont peur de ces contrôles qui dégénèrent pour eux également, qui ont peur de devoir se trouver dans des situations où ils seraient obligés de prendre une décision qui pourrait être irréparable ou compromettante pour leur avenir professionnel. Je n'ai pas de réponse à la manière dont cela pourrait être amélioré, mais c'est vraiment le sentiment qui m'a le plus marqué, de constater autant de peurs différentes sur un même territoire et d'avoir l'intuition que peut-être plus de règles et plus de liens pourraient permettre que cela s'arrange, même si ça peut paraître un peu naïf. Et de part et d'autre, beaucoup ont évoqué, sans vouloir politiser le débat, avec énormément de regrets, la question de la suppression de la police de proximité, qui, d'après eux, a distendu les liens entre la population et la police de l'autre côté. Françoise, peut-être un mot aussi, quel a été ton... Moi, j'étais pas étonnée, mais c'est vrai qu'on se pose la question des valeurs dans ce cas-là. Et on se dit, tout à l'heure j'évoquais l'école, mais je crois que c'est extrêmement important, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire. On a dédoublé les classes, mais pas assez. Il faut le faire beaucoup plus. On a envie de dire, encore un effort, Monsieur le Président. C'est là qu'il faut aller, et c'est là qu'on va y arriver, parce que quand on prend les enfants très jeunes et qu'on leur inculque un certain nombre de valeurs, il y a toujours quelque chose qui en reste, et ça remonte aussi quelquefois sur les familles. Fatih ? Encore recontextualiser l'éducation. La délinquance naît par des jeunes. Vous attendiez à cette explosion? Ça vous a surpris ou pas? Oui. Dans un pays tel que le nôtre, pas possible. On a rencontré des pays bien plus hostiles, des contextes bien plus hostiles, et
il n'y avait pas cette typologie d'événements. En tout cas, un pays comme la France, on est le pays des Lumières. Et, on ne souhaite pas qu'il y ait une coupure d'électricité quand même. Donc ce qui se passe, c'est que clairement, quand on parle de délinquance, on parle de jeunes qui quittent le banc scolaire et qui se créent des familles par substitution, et il faut vivre. Et là, les actes d'incivilité se forment. Je pense qu'à l'éducation, on pourra dédoubler, on pourra investir. Le collègue nous parlait d'intelligence artificielle et des millions concernant l'éducation, il a bien raison. Je pense que les millions qu'on n'investit pas aujourd'hui au sein de programmes d'actualité, c'est les milliards qu'on perd 10 ans après, 20 ans après, sans compter l'inflation, etc. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Il faut revenir à l'essentiel et pas pour faire tout beau, tout genre. Au banc de nos écoles, on nous apprend. Je pense qu'il faut apprendre à être. Il faut avoir une réelle introspection du jeune pour comprendre ce qui se passe, même dans son contexte individuel et social. Et donc revenir à l'essentiel, transcender liberté, égalité, fraternité. Merci. Monsieur, vous aviez une question. Yves de Boisdon, français vivant à Las Vegas. J'ai une question pour vous, Ava. J'ai été frappé de vous entendre parler du régime d'Iran comme étant un régime conservateur. Et je le vois plutôt comme un régime terroriste de type fasciste. Ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire pratiquement pour aider ces femmes et pour aider ces Iraniens qui véritablement sont des héros de la liberté? Il y a deux choses pour répondre à votre question. Il y a ce qu'on peut faire à échelle individuelle, je pense, à savoir de continuer de relayer cette révolution et de la relayer avec l'ampleur qu'elle mérite. Je le répète, il s'agit de la première révolution féministe de l'histoire qui est portée à la fois par des hommes et par des femmes. Donc ça, je pense que c'est vraiment important et que médiatiquement, on a notre travail à faire sur ce point, mais que comme citoyen, il est essentiel de contribuer à le relayer sur les réseaux sociaux, par la forme de toutes actions possibles. Et d'un point de vue plus politique, la principale demande des opposants iraniens est que toute personne participant à ce régime que vous avez décrit comme un régime fasciste et terroriste soit interdit de séjour dans les pays de l'Union européenne, qui est une décision qui aujourd'hui est extrêmement compliquée à prendre, qui ne peut pas venir, la France ne peut pas le décider tout seul dans son petit coin, si j'ose dire. C'est une décision qui doit être prise au niveau de l'Union européenne, mais c'est vraiment leur principale demande, parce qu'on parle quand même de mollahs qui ont l'habitude de venir séjourner dans les pays de l'Union européenne, de profiter d'alcool qu'ils interdisent et pour lequel ils pendent des jeunes dans leur propre pays, qui ont l'habitude de séjourner et avec leur épouse, avec des membres de leur famille, dans des tenues qui sont condamnables dans leur propre pays. Et c'est pour mettre le doigt sur ce paradoxe, sur cette situation qui est insupportable pour les Iraniens qui ne peuvent pas sortir, que vraiment l'un de leurs principaux messages est d'interdire les membres de ce régime de venir se distraire et de séjourner dans les pays de l'Union européenne. On va prendre une dernière question et on écoute Françoise pour conclure. Monsieur. Bonjour tout le monde, je suis un local de l'étape, je suis maire de Châteauneuf-le-Rouge, Michel Boulan, et ancien adjoint au sport du territoire. Fatih, cette question te concerne directement. Avec les maires d'Aix-en-Provence, Marie Joassin et Sophie Joassin, nous avons créé ensemble un système qui s'appelle le PRODAS. C'est le sport de haut niveau amené au pied des immeubles. On a parlé de l'école, on a parlé de la culture, mais je pense qu'il faut aussi parler du sport. Ça te concerne au premier chef. Et je voulais savoir ton avis là-dessus, sur ce type de politique. La ville de Gardanne était concernée, la ville de Pertuis, d'Aix-en-Provence et de Vitrolles. La métropole, sous l'égide de Marseille, veut aussi adopter ce schéma-là. Et donc, quel est ton avis sur cette politique de partenariat que nous menons avec les clubs de haut niveau? C'est des alliances. Et nous-mêmes, qui finançons ces clubs, qui les aidons, pour arriver directement au pied d'immeuble et faire connaître le sport de haut niveau et créer des vocations et de l'animation aussi. Fatih. Merci. Je connais bien le contexte municipal aixois, vu que j'ai été appelé par Madame Joassin pour intégrer le cabinet durant 2 ans et œuvrer en charge des cultures urbaines. Je connais le territoire depuis plus de 20 ans. J'ai émergé récemment sur Marseille aussi. Le PRODAS est sur Marseille. J'y ai bénéficié. Je pense que la politique associative
s'est imprégné de ce dispositif-là, au même titre que le dispositif Poivre à l'époque, etc. Et moi, je l'encourage. Je pense qu'il faut l'encourager. Je pense que les politiques centrales, notamment l'État, doit s'appuyer sur les élus locaux, très important, parce qu'il y a des questions et des réponses que forcément le central ne peut pas donner au local, et c'est bilatéral. Moi, j'encourage ces dispositifs qui sont importants. Aix a été novateur dans le domaine du breakdance, parce que nous avons organisé la première finale historique fédérale au Grand Théâtre de Provence. On clamait la culture élitiste, mais le breakdance aujourd'hui est une culture élitiste. Elle a commencé fin des années 70, sud du Bronx, pour régler les conflits sociaux, et aujourd'hui elle est aux Jeux Olympiques. Donc oui, j'encourage le dispositif Rodas. Merci. Message passé. C'est la conclusion, Françoise, c'est à toi. Merci François. Je ne vais pas être longue parce qu'on vous a promis une surprise et je voudrais laisser le temps pour cette surprise. Alors je vais juste reprendre une citation, j'espère pas trop transformer ces paroles de Ernst Bloch qui disait « L'espoir, ce n'est pas une croyance, c'est ce qui nous fait avancer ». Merci. Merci.